Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau stream sur la question tech. Aujourd'hui, on est avec Jonathan, qui est formateur data à la Wildcat School. Je te laisse te présenter, Jonathan, si tu Bon veux. bonjour tout le monde et ben oui donc je suis formateur, justement sur la partie data analyst, le bootcamp de la Wade Code School. Donc enchanté d'être là. Aujourd'hui, du coup, la question tech, elle porte sur les biais en machine learning et l'impact éthique que les biais, peuvent avoir, du coup, sur les résultats, l'analyse qu'on fait, de toutes ces données. Donc Jonathan, tu vas nous aider à y voir un peu plus clair déjà sur les biais, sur ce que c'est que le machine learning et après on pourra aller un peu plus en profond dans le sujet. Si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. On essaiera d'y répondre. On a Gnos qui nous a rejoint. Hola. Hola à toi. Bienvenue. On va passer à peu près 30 minutes ensemble, donc ça passe vite. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Déjà, pour commencer, Jonathan, qu'est-ce que un biais? Enfin, comment on définit en fait un biais? Puisque ça peut être assez flou. Pour bien comprendre le sujet, est-ce que tu pourrais nous aider à mieux comprendre ce qu'est un biais en data? Et effectivement, moi c'est pas que ça peut, c'est que ça l'est. Effectivement donc un biais, en fait, c'est une erreur, systématique qu'on va avoir dans un système d'IA. Donc en fait, qui produit des résultats qui ne produit pas des résultats normaux, c'est-à-dire qui produit des résultats qui vont être injustes, par exemple, ou discriminatoires. C'est comme une espèce de préférence involontaire du système en fait qui va favoriser par exemple certains groupes au détriment d'autres, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir en fait des erreurs systématiques d'interprétation dans les données. Et bon après on verra des exemples concrets par la suite, mais c'est vrai que justement je crois que c'est ce qui va être présenté après, mais c'est vrai qu'il y a une vraie problématique là-dessus parce que après il y a des secteurs, le secteur du recrutement, le secteur de la finance, le secteur des tout ce qui concerne l'humain en fait, où il y a une prise de décision à faire par rapport à un individu qui, si jamais on est sur des données qui produisent après, qui vont générer en fait des erreurs de prédiction où bah, du coup ça peut avoir après des torts vraiment sur les personnes quoi. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est important. Et justement, comme tu le disais, on a un petit extrait d'une vidéo YouTube pour comprendre un peu ce que c'est que les biais algorithmiques et justement que c'est la face cachée des IA, donc on le rattachera peut-être après aux IA. Parce que c'est vrai qu'on parle d'IA assez souvent maintenant et ça peut être dur de comprendre le lien entre les 2. Donc ce que je te propose, c'est qu'on regarde, la vidéo et puis on peut faire des pauses pour commenter, dès qu'on a le besoin ou dès qu'on a des questions pour expliquer certaines notions. En 2014, Amazon a lancé un algorithme de recrutement qui écartait les profils féminins. En 2015, Google Photos et son algorithme de reconnaissance faciale a confondu une jeune femme noire avec un gorille. En 2016, Microsoft lance Ty, un chatbot sur Twitter qui tient des propos nazis après seulement 16 heures d'utilisation. Aujourd'hui, en 2023, si vous tentez de traduire sur Google Traduction de l'anglais au français a surgeon, il vous donnera un chirurgien au masculin et il vous donnera une infirmière au féminin. Vous voyez un motif qui se dessine? Tous ces exemples proviennent d'algorithmes d'apprentissage qui ne sont pas neutres. C'est ce qu'on appelle le biais algorithmique. Ces algorithmes n'ont pas été programmés pour intégrer des biais liés au sexe, à l'ethnicité ou encore à la situation socio-économique. Mais la manière dont ils ont été entraînés ou testés crée des biais dans leur comportement. Petite pause, Jonathan, quand on dit la manière dont ils étaient entraînés, testés, est-ce que ce test, il est fait par un humain? Est-ce que c'est un humain qui va apporter plein de données justement à cet algorithme pour, l'entraîner et pour qu'il devienne de plus en plus performant? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait totalement de manière, automatique? Non, en fait, ce qui se passe, oui, non, c'est le sens de ta question, c'est automatique dans le sens où on a une quantité de données, donc on a énormément de données là-dessus. Et il y a une partie donc de ces données, enfin, globalement là, 70 et 80 qui vont servir pour, entraîner le modèle, c'est-à-dire que, c'est le gros en fait des données où justement le modèle va pouvoir apprendre en fait des choses, va pouvoir faire des modèles mathématiques pour arriver à la construction d'une certaine logique et d'un certain lien entre les différentes données. Et les 20 à 30 restants, ce sont en fait des données qu'on va utiliser pour le test. Et donc, en fait, sur ces 20 à 30 restants, on va voir si l'entraînement qui a été fait sur les 80 en fait, des données renvoie bien des choses, justes. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on reste, que ce soit sur le test ou sur l'entraînement, on reste sur le même jeu de données de départ.
OK, et tu peux pas incorporer plus de données pour que ça devienne plus performant? Mais après, c'est comme tout, c'est-à-dire que si on a des nouvelles données qui arrivent, à ce moment-là, on peut réentraîner le modèle et le retester. En fait, ça passe par ça, mais le problème, c'est que ça oblige à avoir une certaine quantité de données, dès le départ. OK, très clair. Aujourd'hui, on plonge dans cette automatisation des discriminations par les IA et on va voir comment y remédier. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement ChatGPT. Au moment où je vous parle, l'algorithme IA de YouTube reconnaît ce que je prononce et il vous recommande les vidéos basées sur le temps que vous avez passé sur ces différents sujets. Demain, les modèles IA iront encore plus loin. Ils décideront si vous aurez le droit ou non à un prêt bancaire pour votre prochaine maison. Ils donneront leur avis sur les études que vos enfants devraient faire, puis les métiers qu'ils devraient pratiquer. Ils définiront la durée d'incarcération d'un prisonnier selon ses chances de récidive. Les IA seront partout. Il est donc primordial que ces IA ne soient pas biaisés, qu'ils fassent preuve d'équité, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Une étudiante du MIT, Joy Bolawini, a révélé une faille inquiétante dans les systèmes de reconnaissance faciale. Elle s'est aperçue que l'algorithme IA identifiait mieux les hommes que les femmes, et l'algorithme identifiait mieux les personnes à la peau claire que les personnes à la peau foncée. Alors déjà, hello, Team Chaton qui nous a rejoint en cours de route. Question Jonathan là-dessus, quand il y a justement ces problématiques par rapport à la reconnaissance d'images et cetera, est-ce que c'est quelque chose qui est «la faute» entre guillemets aux données? Enfin, d'où ça vient en fait ce problème? Parce que j'imagine que c'est une Ah, faille dans le machine learning. bah, en fait, c'est enfin, une faille, c'est pas forcément une faille dans la machine et souvent c'est un problème, humain, enfin, en gros, c'est que les données qu'on y rentre ne sont pas représentatives de toutes les catégories de population et en fait, on reproduit à travers l'entraînement des modèles, oui, c'est ça, enfin, c'est que le reflet, c'est en tout cas, c'est le reflet d'un mouvement humain qu'il y a eu derrière. Typiquement, on prenait l'exemple là de Amazon qui a été cité au tout début de la Mmh mh. vidéo. Et ben, en fait, c'est parce qu'ils avaient embauché beaucoup plus d'hommes que de femmes au début, que, du coup, en fait, quand on a passé ces données, parce qu'ils ont des données à eux, sur, le recrutement, sur, la position des différents employés et du coup, on a passé ça dans un modèle de machine learning pour pouvoir prédire si telle ou telle personne serait un bon candidat. Le problème, c'est qu'il s'est entraîné sur des données majoritairement masculines. Et donc à ce moment-là, lui et en fait le la machine elle est bête et méchante en fait, c'est tout, hein. C'est que du coup on lui a donné beaucoup de données masculines, donc lui il va considérer que c'est ça, en fait l'important, c'est le facteur important à prendre en compte et donc c'est pour ça qu'on peut arriver après à des interprétations qui, dans la réalité dépassent complètement. On se base en fait sur des problèmes des problèmes humains qui ont généré des données en fait qui ne sont pas représentatifs d'un tout. On a Team Chaton qui nous dit, «La machine n'est pas méchante, elle est juste bête». C'est vrai, mais du coup, c'est en fait, c'est comme si tu avais des statistiques, ultra faussées sur laquelle la machine se base. Donc c'est pas vraiment la Exactement, faute de la machine, c'est la faute des données qui ont été, mises dedans et donc de la personne qui exactement. a généré ces données, Alors que si on avait des données qui étaient, vraiment représentatives, qui étaient égalitaires entre hommes et femmes, qui représentaient vraiment quelque chose de tout à fait équitable et équilibré et ben, à ce moment-là, il n'y aurait pas de biais derrière l'entraînement et derrière l'IA, en fait. mmh. Donc ça, c'est un biais plutôt sur la sélection de tes données. Ouais, c'est ça. Alors Mmh. après, le problème, c'est que les biais sont pas forcément, volontaires, mais je veux dire après c'est le facteur humain qui rentre en jeu. Mais en tout cas, c'est qu'il y a eu derrière, d'un point de vue collecte des données, c'est qu'il y a eu quelque chose qui, n'a pas été, équilibré ou qui n'a pas été représenté, qui ne représente pas la totalité d'une population, quoi. Et du coup, bonne transition. Tu parlais de collecte des données. Le machine learning, finalement, c'est collecter les données pour apprendre quelque chose à partir de ça et prédire des nouvelles données. Alors le machine learning, il ne collecte pas les données. Lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'entraîner sur des données collectées pour arriver après à réaliser des prédictions. Mais le problème, c'est que ça ne changera pas. Après, si on arrive à collecter des nouvelles données, on peut les re-entraîner le modèle pour qu'il se réadapte et qu'il se réaligne, on va dire, avec des données qui vont être plus équilibrées. Et là, par exemple, quand tu as un visage, pour reconnaître un visage, ton algorithme,
enfin, je sais pas si c'est le bon mot algorithme, mais en tout cas le système, Mmh. il va reconnaître un visage parce qu'il en a vu plusieurs avant. Du coup, ça, c'est vraiment des données qui sont énormes. Enfin, c'est des bases de données qui sont Ouais, énormes. Si tu veux reconnaître tous les exactement. visages, tous les sexes, les C'est-à-dire per que c'est exactement ça, c'est tu mets dans l'entraînement de l'algorithme, par exemple, je donne un exemple, mais 100 000 photos de chats et donc du coup, à chaque fois, il va s'entraîner sur des photos, il va voir donc telle photo c'est un chat, telle photo c'est pas un chat, telle photo c'est un chat. À force d'en voir, donc il va en analyser 100 000, 200 000 et ben ensuite, tu lui donneras une photo de chat qu'il a pas vue, il saura prédire avec une certaine précision s'il s'agit bien d'un chat ou pas. En fait, c'est ce principe-là, quoi. C'est on lui donne des données, à analyser, donc il fait ses analyses derrière et ensuite, il va pouvoir arriver à faire des prédictions, des reconnaissances. On a une question, alors Team Chaton, j'ai vu ta question, mais on reviendra dessus peut-être un tout petit peu après parce que ça intervient plus tard dans la phase d'amélioration. Il y a Atom Bio qui nous dit: «Est-ce que, tu utilises, scikit-learn ou un autre outil et quelle base de données tu utilises quand tu fais justement, du machine learning?» Après, il y en a plein, enfin, il y a effectivement mon scikit-learn, c'est plus pour le machine learning. Après, pour la reconnaissance d'image, on est plus sur du deep learning et donc on est sur des librairies encore un peu plus spécialisées. Les bases de données, pareil, il y a des bases de données publiques. Il y a des bases de données, il y a des modèles qui sont déjà pré-entraînés aussi et qu'on va pouvoir après réadapter en fonction de nos données. C'est vrai qu'on est quand même maintenant, on est quand même dans un monde où on a accès à pas mal de ressources pour pouvoir arriver à ça. Donc il y a plein de possibilités, mais généralement, c'est des données publiques ou alors des modèles qui ont déjà été pré-entraînés qu'on va pouvoir après réentraîner sur nos propres données. Et scikit-learn, effectivement, mais ça c'est plus pour le machine learning. Après pour le deep, bon, il y en a d'autres, il y a Keras, il y en a d'autres aussi, quoi. On peut peut-être poursuivre un peu la vidéo et je pense que, Team Chaton, ça va déjà t'apporter des réponses et après la vidéo, on va en parler, un peu plus en détail. La cause, les ensembles de données sur lesquels les IA ont été entraînés sont composés à 70% d'hommes et parmi eux, 80% ont la peau claire. L'algorithme est par conséquent plus performant sur ce type de profil et beaucoup moins sur les profils de femmes afro-américaines comme Joy. C'est une première cause de ces biais algorithmiques. Si le modèle IA est entraîné sur des données biaisées manquant de représentativité et de diversité lors de son entraînement, le modèle reflètera une vision biaisée de la réalité. Comme me disait mon ancien manager, garbage in, garbage out. Si les données en entrée sont biaisées, les décisions en sortie le seront également. Mais il y a un facteur qui est encore plus redoutable. L'IA peut être biaisée par les préjugés et les biais cognitifs des développeurs. On possède tous nos propres croyances qui influencent nos décisions. Je coupe ici, Jonathan. C'est assez intéressant là, ce qui est dit, c'est que même en prenant une base de données du coup, qui est plutôt qualitative, tu peux, en tant que développeur ou développeuse, avoir des biais qui sont internes, plus internalisés et du coup, faire un travail, qui va être biaisé, sans en avoir conscience. Comment tu fais pour, justement t'assurer que tu n'as pas de biais dans ton travail, que ton travail, il est quand même, qualitatif et représentatif? Est-ce qu'il y a des moyens, des outils qui existent? Bah, après c'est, il y a enfin, il y a des outils de prédiction de récidive, bon, qui existent, mais à part, faire un audit des données d'entraînement ou tester sur différents groupes, voilà, enfin, les différents groupes sociaux ou démographiques ou analyser les résultats par des experts en éthique, par exemple, bah, sinon c'est compliqué, en fait, de détecter le biais puisqu'on est vraiment dedans. Donc il faut faire appel, faut faire des contrôles extérieurs et il faut réussir aussi à faire des contrôles sur toutes les catégories, par exemple de personnes, les catégories sociaux, pour vérifier que, il n'y a pas de différence, on va dire, de résultats et de prédictions et de scores en fonction des différentes populations. Ça rejoint un peu la question de Tim Chaton qui disait, «À part en améliorant la qualité des données dès le départ, comment on diminue le biais en sortie?» Est-ce que tu peux avoir des données parfois qui sont, j'allais dire, qui sont pas très représentatives, mais tu peux «bidouiller» entre guillemets entre les données que tu mets et le résultat en sortie? Tu peux ajouter un outil ou peut-être, modifier un peu la machine pour que les données soient moins Alors déjà, on peut pas changer la qualité des données, donc si les données sont ce qu'elles sont, ça, de toute façon, le résultat ne sera vraiment pas bien. Donc de toute façon, le point de départ, c'est d'avoir, des données représentatives au départ, à l'entrée.
Après, c'est vrai que pour, donc ce dont il parle là justement, ça s'appelle c'est des biais algorithmiques et en fait, c'est vrai que, le problème des biais algorithmiques, ça vient de la conception même de l'algorithme, justement par les développeurs et après c'est compliqué parce que, il y a des biais, le problème c'est que les biais ne sont pas toujours intentionnels. C'est bien souvent inconscient en fait et à part des formations par exemple pour les équipes sur l'existence et les biais inconscients qui existent ou, des formations sur la responsabilité ou la prise en compte où, il y a pas forcément de grands moyens d'action là-dessus. Mais dans tous les cas, il faut des quantités il faut des données de départ qui soient de bonne qualité et ensuite, justement le développement de l'algorithme, faut qu'il soit effectué de façon neutre. Parfait. J'espère que ça répond à ta question, Team Chaton. Hésite pas à nous dire, si tu as besoin de plus de précision. Puis on peut continuer un peu la vidéo. Une équipe de développement pourrait alors être biaisée sur la façon de concevoir ou de tester l'algorithme. De la même manière qu'un enfant sera influencé par l'éducation prodiguée par ses parents, une IA peut reproduire les mêmes discriminations que ses créateurs. Et même si on arrive à entraîner équitablement un modèle et que les développeurs prennent soin de ne pas influencer les résultats avec leurs propres biais, un dernier point peut influencer le modèle. C'est vous. Et oui, vous avez également un rôle important. Jonathan, une petite réaction là-dessus, sur nous en tant qu'utilisateurs. Est-ce qu'on a un réel impact dans, justement ces algorithmes, dans le machine learning, par les données Après, qu'on sur internet ou par, oui, il y a ça et justement j'aimerais bien voir, ce à quoi il veut arriver en termes de conclusion, mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres choses, c'est que souvent les données utilisées, quand on est sur un modèle d'IA et par exemple, je sais pas moi, je sais pas, Google qui fait un système de recommandations, par exemple, qui va prédire que, telle ou telle chose pourra vous plaire en termes de publicité ou autre. Bah, si jamais après vous cliquez dessus, donc ça veut dire que vous donnez raison aussi à la prédiction et vos données, enfin vous-même, vos actions vont être resservies pour réentraîner le modèle et pour le renforcer. Et donc, c'est sûr que si jamais il y a des biais au départ et qu'en fait ces biais sont vérifiés par les utilisateurs, forcément, ça va encore plus renforcer parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on utilise en fait, on fait des prédictions, on essaye de vérifier si ces prédictions sont validées ou non par les utilisateurs et on réutilise ces données-là pour réentraîner le modèle. Donc en fait, on renforce OK. finalement l'idée qu'il y a derrière le modèle au départ. On confirme en fait, ce que l'algorithme pensait. On le Oui, nourrit alors en je sais pas si c'est ce qu'il dit, mais en tout cas ça par contre, c'est ouais, vrai que c'était c'est ça. quelque chose, qu'on a une vraie influence, quoi. C'était après sur les algorithmes de personnalisation Oui, bah, typiquement, dont il parlait. exact. On a Tim Chaton aussi qui nous dit: «Quand je disais améliorer les données, je pensais à collecter des données de meilleure qualité avant de lancer l'entraînement de la machine». Ouais, c'est ça. Donc je veux dire à part ça et justement ce qui a été dit et le fait de sensibiliser les développeurs aux biais possibles dans leur programmation, mais c'est vrai que tout part de la collecte de données et du nettoyage de données aussi, mais tout part de la collecte. Et donc effectivement, si au départ, soit c'est mal collecté, enfin, il y a la collecte ou soit les données qu'on a collectées parce qu'on peut très bien avoir une collecte qui fonctionne très bien, mais après c'est la représentation. C'est-à-dire que si effectivement on est dans une enfin, l'exemple d'Amazon, si on est dans une Mmh. donnée, dans une entreprise pardon qui collecte bien ses données, RH par exemple, tout ça sur le recrutement, mais qu'on recrute majoritairement que des hommes ou, que des personnes voilà qui ont, la peau blanche ou j'en sais rien et ben à ce moment-là, le problème c'est que la collecte de données va fonctionner, mais elle n'est pas représentative de la totalité de la population. Et donc faut en fait moi je parlais de qualité des données, c'est de vérifier en amont, avant de lancer justement un entraînement, de vérifier qu'il y a bien cette représentation générale de l'ensemble des groupes auxquels on s'adresse, en fait, en utilisant cet algorithme-là. Et pourquoi du coup tous ces problèmes de biais et tous les problèmes éthiques en fait liés à ces biais, ils sont directement liés à l'IA? Parce qu'on entend souvent dire que l'IA elle est pas vraiment neutre. Est-ce que c'est la même chose qu'avec le machine learning? Ah oui, oui, bah, le machine learning, c'est comment dirais-je? Le machine learning, c'est un domaine de l'IA. En fait, si vous voulez, c'est comme un enfant, en fait, si vous voulez, qui apprend par l'exemple. Donc, en fait, il va avoir une phase d'apprentissage, ensuite
il va avoir une phase d'entraînement où il va identifier des motifs ou des choses qui reviennent et ensuite il va prendre des décisions sur des nouvelles données. On est exactement dans l'IA. Donc on est exactement sur les modèles qu'on entend parler. Donc c'est un domaine de l'IA. C'est pour ça que quand on parle d'IA, en fait, l'IA, c'est le terme général. Après, dans l'IA, il y a le machine learning, il y a des choses comme ça. Et c'est ce domaine-là, justement, qui permet de faire des prédictions, qui permet de faire des recommandations. Et je ne sais plus quelle était la OK. question de départ, par contre. C'était est-ce que du coup l'IA peut être neutre? En fait, Mais du coup pas vraiment, c'est une ça question. Le truc, c'est que derrière, on est sur un modèle mathématique. Alors, le modèle mathématique, il est totalement absolu, il n'est pas relatif. Après, c'est ce qu'on y met dedans qui va jouer. Et c'est en fait le modèle en lui-même, l'algorithme pur, si on prend le modèle en tant que tel d'apprentissage, on peut le considérer qu'il est neutre parce que c'est juste, voilà, c'est juste une manière de retirer de l'information à partir des données. Par contre, c'est les données, c'est l'information qu'on va lui donner qui après va générer des problèmes. bah, je vous recommande du coup d'aller voir la vidéo en entier, on n'a pas le temps de la passer en entier. C'est la vidéo du coup de Machine, pensante sur YouTube. On vous enverra le lien aussi dans le chat si vous voulez aller, la regarder. Je vous le mets tout de suite et je repasse là-dessus. On a, Tim Chaton qui nous dit: «Si les utilisateurs confirment la sortie de la machine, est-ce que c'est toujours un biais?» Bah, pas nécessairement, non. Parce que en fait, c'est pas ça. C'est que s'il y a un biais au départ, l'utilisateur peut avoir un impact dans la confirmation de ce biais. Mais si jamais au départ, on a entraîné le modèle sur, des données qui sont bien équilibrées et de bonne qualité, à ce moment-là, non, on sera juste dans une utilisation normale. C'est juste que les personnes qui sont concernées par des biais, par exemple, il y avait un exemple c'était où? Sur le fait que, par exemple, Google Ads qui montrait des offres d'emploi mieux rémunérées au profil masculin, par exemple. Le problème, c'est que, si jamais, par exemple, les hommes vont sur ces annonces-là, donc elles vont montrer leur intérêt pour, justement, des emplois bien rémunérés pour eux. Si jamais les femmes, par exemple, cliquent sur, des offres d'emploi qui sont moins bien rémunérées, bah, la machine, elle va considérer que ça leur convient aussi et donc on va accentuer ça, en fait, mais ça ne fait qu'accentuer un problème qui était déjà là au départ. C'était un article, que tu avais vu ça, Jonathan, sur Google? Oui, oui, oui. Alors OK. l'article, je pourrais le retrouver, je vais le rechercher, mais effectivement, il y avait ça, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a du coup, des régulations ou des moyens, justement, de réduire ces biais? Parce que éthiquement, c'est quand même, assez limite. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour les réduire ou on est un peu «dépassé» entre guillemets par la machine? Voilà, j'ai Le un frappe. lien. Ouais, non, les hommes, on n'est pas comme les machines, on peut pas faire 2 choses à la fois. Ouais, j'ai envoyé en Merci chat, pour le alors lien. je sais pas si ça Je voilà. le partage Là, dans il le y a un chat. article où voilà. Excuse-moi, quelle était la question? La question Réduire les c'était, biais? justement, ouais, comment on réduit les biais aujourd'hui? Après, ce qu'on a toujours dit, c'est à part je résume, mais l'idée c'est ça, c'est contrôler les données d'entrée ou contrôler les données d'entrée ou former justement les développeurs à éviter justement les biais inconscients. Est-ce que tu as des régulations, Après des lois et cetera ou c'est vraiment quelque chose, d'éthique qui incombe plus aux après développeurs et aux data analystes que, déjà pour les former les équipes pour réduire les biais, donc de manière générale, hein, parce que les équipes peuvent après contrôler les données aussi. Donc, c'est bien par exemple d'avoir une diversité dans les équipes de développement, voilà, d'avoir des tests réguliers ou alors de collaborer avec des experts en éthique. Ça, c'est intéressant justement et c'est vrai qu'après justement parce qu'après il y a des lois derrière, c'est-à-dire que, les biais peuvent après avoir des conséquences juridiques sur, ceux qui sortent cet algorithme-là et donc bon, il y a le RGPD en Europe qui est classique, enfin classique, qui est connu, mais qui est aussi un classique, remarquez. Il y a des lois antidiscrimination, il y a aussi le fait qu'il y a une responsabilité juridique, de la part des entreprises, quand elles, mettent en production, quand elles utilisent un algorithme qu'elles ont développé ou non. Donc après donc faut faire attention à ça, quoi. Mais c'est vrai que bon, le problème, c'est que les régulations actuelles, elles sont pas forcément parce que c'est vrai que l'IA, elle évolue beaucoup plus vite, le problème que la législation et il y a pas de non plus de standards, internationaux. Donc après, il va falloir, je pense,
toute façon, on y viendra, je pense naturellement à une forme de régulation de l'IA, à plus grande échelle et voilà et puis après c'est toujours compliqué aussi d'auditer, on va dire les algorithmes, qui sont développés par des entreprises qui, elles, veulent garder le secret Mmh. pour, justement éviter des concurrents sur certains secteurs donc voilà, on est encore sur un domaine qui est encore nouveau, qui s'intensifie avec, le développement de l'IA, mais en même temps qui, devra être approfondi sur les années à venir forcément. On devra forcément y venir, de toute façon. Bah, écoute, c'est hyper intéressant en tout cas, c'est un sujet d'actualité mais qui justement aussi on voit l'impact de plusieurs années où, toutes les personnes n'étaient pas forcément bien représentées, que ça soit dans les médias, dans les données et du coup, c'est un sujet à la fois, bah, du passé parce que c'est sur des données qui existent depuis des années, un sujet, actuel et aussi un sujet, futur qu'il va falloir suivre de près. C'est super cool en tout cas Jonathan d'en apprendre plus sur le machine learning. Je trouve que tu l'as très bien vulgarisé, donc ça reste, hyper accessible, qu'on soit dans la data, ou non. Tim Chaton qui dit: «Tout à fait». Ouais, merci. Merci. Bah, merci à toi d'avoir suivi du coup. En fait, là, en faisant les captcha, vous travaillez justement pour l'intelligence artificielle et vous aidez, justement Google ou autres à, mieux détecter les images. Un Ça, bon c'est mot de la un fin. autre sujet. Ouais, absolument Tout est donné finalement. On alimente les données en permanence. et c'est ça, c'est Un bon exactement mot ça. de la fin. Merci beaucoup en tout cas Jonathan et puis, à bientôt Merci. dans un prochain live. À bientôt.